Bonjour à tous et bienvenue dans notre magazine Express-Orient. Au sommaire cette semaine, Raqqa, prochain objectif de reconquête pour l'armée syrienne. Aux mains de l'organisation de l'État islamique depuis 3 ans, la ville a perdu nombre de ses habitants qui ont fui la cruauté des djihadistes. On se rendra aussi au Liban où se sont réfugiés plus d'1 million de Syriens depuis le début de la guerre. Des réfugiés à l'avenir incertain qui vivent dans des conditions plus que précaires. Reportage à suivre. Et Istanbul souffre d'une crise de son secteur touristique. Touchée par 2 attaques suicides depuis le début de l'année, la ville peine à attirer autant de touristes qu'à l'accoutumée. Après la reprise de Palmyre, l'un des objectifs clés de l'armée syrienne, mais aussi de la coalition internationale, c'est de reconquérir Raqqa, QG de l'organisation de l'État islamique en Syrie. La ville vit sous le joug des djihadistes qui imposent leurs lois aux habitants. Nombreux sont ceux qui ont d'ailleurs fui au péril de leur vie, car leur quotidien était devenu un enfer. Ahmad et sa famille ont fui Raqqa le mois dernier. Par crainte des représailles du groupe État islamique, ils témoignent anonymement, traumatisés. Maintenant, ils exposent des corps sans tête à l'entrée des grandes rues. Ils font ça pour nous effrayer, pour nous montrer ce qui va nous arriver si on ne respecte pas leurs lois. Par exemple, s'ils vous prennent plus de 3 fois en train de fumer, ils vous amènent devant un juge. Si celui-ci se montre clément, il vous fait couper la main. Sinon, il vous fait décapiter. Je prie Dieu pour qu'il nous débarrasse de ces gens. Pour quitter Raqqa, beaucoup se sont cachés sous des camions. Tous racontent une vie insupportable. Souria, elle, en veut beaucoup aux combattants étrangers qui règnent sur la ville. Là-bas, tout est réservé aux combattants du groupe État islamique. Les restaurants, les magasins, tout est pour eux. Mais le peuple, lui, n'a rien, alors que le prix du pain a été multiplié par 10. Tous ces étrangers disent qu'ils viennent faire le djihad. Mais nous, on souffre, on a faim, et eux, ils imposent la charia et ils frappent les femmes. Voilà ce que c'est leur djihad. C'est un djihad contre le peuple syrien. Une guerre à laquelle les djihadistes eux-mêmes tentent parfois d'échapper. Ces hommes, qui combattent le groupe État islamique, sont amenés à organiser leur fuite. D'après nos informations, de plus en plus de terroristes quittent les rangs de l'organisation État islamique après leur défaite. Chaque jour, des groupes de 20, 30 ou 40 combattants sont arrêtés à la frontière turque alors qu'ils tentent de fuir vers l'étranger. Il y a quelques jours, une Française était ici. Je suis à Raqqa depuis 1 an et en Syrie depuis 1 an et demi. Convertie à l'islam, elle avait rejoint le djihad avec son fils et son mari. À la mort de ce dernier, elle a supplié ses hommes de l'aider et serait de retour en France aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle s'était rendue compte que l'organisation était une machine de mort, qu'ils n'ont aucun respect pour les musulmans et qui les privent de leur dignité. Des témoignages qui renforcent un peu plus la détermination de ces combattants, décidés à tout faire pour reprendre Raqqa au groupe État islamique. Depuis le début de la guerre en Syrie, près de 5 millions de Syriens se sont réfugiés à l'étranger. Plus d'1 million sont aujourd'hui au Liban. Une présence lourde à assumer pour le petit pays, sous pression, qui peine à leur offrir des conditions de vie décentes. Alors les réfugiés se débrouillent comme ils peuvent pour survivre et les enfants ne sont pas épargnés. C'est le nouveau refuge des déracinés de Syrie. Un camp improvisé où même l'emplacement est payant. Une chaleur écrasante et un univers de nylon auxquels les plus petits ont dû s'habituer. Grâce aux humanitaires, ils renouent avec leur insouciance. Des jeux, mais aussi des cours de rattrapage pour des enfants exclus du système scolaire. Ces deux-là sont cousins. Imad et Rassoul viennent de Homs et sont particulièrement agités à cause de la guerre. Les 2 garçons assistent rarement aux cours car ils travaillent pour aider leur famille en déplaçant des tables dans un restaurant. Je gagne à peine 20 € par semaine. Ça ne suffit pas à payer le pain et le loyer de la tente de 120 €. Je préférerais étudier. Moi, je commence à 9 h et je finis à minuit. Et le dimanche, il travaille jusqu'à 2 h du matin. La nuit? Oui. En Syrie, il était bon élève. Mais Ali ne va plus à l'école depuis 2 ans. Son père est malade, alors il travaille chez ce commerçant qui souhaite rester anonyme. À 14 ans, il est le seul à subvenir aux besoins de sa famille. Toute la journée, il transporte des marchandises
épuisé et attristé aussi de vivre ainsi, loin de chez lui. Je ne m'imaginais pas une telle vie au Liban. Non seulement je travaille, mais je me fais aussi insulter quotidiennement. Ils me disent « Dégage, sale Syrien, pourquoi tu viens nous prendre notre travail ?» Avec ses frères et sœurs, déscolarisés eux aussi, ils vivent confinés dans 12 mètres carrés. Des enfants désemparés et une mère qui se sent coupable de leur infliger cette vie. On vit dans un état de déprime perpétuelle. Le bus pour l'école coûte trop cher. Alors mes enfants passent leur journée ici. Ali, lui, travaille depuis qu'il a 12 ans. Et ça me désole, car il est trop jeune pour porter le poids de la famille sur ses épaules. J'en ai marre. J'aimerais avoir la vie normale d'un adolescent, aller en cours comme mes copains, apprendre des choses. J'aimerais bien continuer mes études à l'étranger, apprendre le français et devenir ingénieur ou enseignant. Comme Ali, 500 000 enfants syriens de moins de 14 ans vivent au Liban. Plus de la moitié ne vont pas à l'école. Direction maintenant Istanbul, l'une des villes les plus touristiques au monde. Mais après 2 attentats suicides depuis le début de l'année, les touristes sont beaucoup plus frileux, ce qui a provoqué une chute des prix des chambres d'hôtel au plus bas depuis 10 ans et une crise du secteur en général. Reportage de Fatma Kizilboga et Mathieu Sellard. C'est la seule ville au monde située entre 2 continents. Istanbul, l'une des destinations préférées des touristes étrangers. L'an dernier, ils étaient plus de 10 millions à faire le voyage. Mais après 2 attentats suicides attribués depuis le début de l'année à l'organisation État islamique, les touristes se font beaucoup plus rares. Sur les lieux de la dernière explosion à Istiklal, le traumatisme est encore là. Après l'attentat, l'avenue était vide. Il n'y avait vraiment personne. Les gens commencent à peine à revenir. Je me sens en sécurité parce que partout où on va, on se fait contrôler les sacs. Donc à ce niveau-là, on se sent en sécurité. Des fouilles devenues systématiques à l'entrée de tous les lieux publics. Mais rien n'y fait. En 40 ans de carrière, ce commerçant du bazar égyptien affirme n'avoir jamais vu ces artères aussi désertes. On a peur, même moi. Dès qu'il y a un peu de monde, j'ai peur. Avant, quand je sortais de chez moi, j'avais l'esprit tranquille. Mais maintenant, je me demande si je vais pouvoir rentrer chez moi. Nous avons demandé la présence d'agents de sécurité. Pas seulement pour nous, mais pour les clients également. Derrière la façade de ce bâtiment historique se trouve l'un des hôtels les plus prisés de la ville. Voilà notre plus bel appartement, avec 3 chambres et une cuisine privée. En ce moment, c'est un bon deal, hein. On l'a loué à 900 €, maintenant c'est 400. Casser les prix pour survivre à la crise, c'est la stratégie adoptée par les hôteliers turcs qui prévoient une saison catastrophique. Les affaires vont très mal par rapport à l'année dernière. Il y a une baisse de 35 à 40% en ce qui concerne les prix et le taux de réservation. Et nous, on essaye d'avoir le même nombre de clients, donc on a baissé nos prix en moyenne entre 43 et 44% cette année. Selon les spécialistes, la baisse des revenus du tourisme pourra atteindre les 10 milliards d'euros et faire basculer 130 000 ouvriers dans le chômage. Dans ce restaurant du quartier historique de Sultanahmet, on refuse pour le moment de licencier. J'essaie d'élargir le marché, mais c'est insuffisant. Pour le moment, on s'en sort, mais nos dettes commencent à s'accumuler. Le gouvernement turc a promis une aide à hauteur de 80 millions d'euros pour aider les professionnels du tourisme à surmonter une crise qui menace l'un des piliers de l'économie de la Turquie. Je vous emmène maintenant à la découverte d'un bâtiment rare, l'un des derniers vestiges de la vieille ville de Gaza. Un petit palais levantin relativement épargné par la pression démographique et par les guerres et récemment rénové par ses propriétaires, malgré le blocus qui empêche d'avoir accès à certains matériaux de construction. Dans les rues poussiéreuses de la vieille ville de Gaza se cachent quelques trésors. Derrière cette porte, la famille Salamé habite dans un petit palais levantin, organisé autour d'un patio traditionnel et caché derrière de larges murs en pierre. L'année dernière, Atif tombe amoureux de cette maison endommagée et sans toit et s'attelle à sa rénovation.
Un chantier difficile. Depuis 10 ans, Israël impose un blocus strict sur l'enclave palestinienne dirigée par le Hamas et empêche l'entrée de nombreux matériaux de construction. Certains matériaux utilisés pour la rénovation n'existent pas dans la bande de Gaza, car les autorités israéliennes les empêchent d'entrer. Le bois, par exemple. C'était difficile de mettre la main sur certains types de bois spécifiques utilisés dans cette maison. Grâce à Atif, cette maison revit aujourd'hui, mais autour d'elle, beaucoup ont été rasés. Ici, le patrimoine est l'un des plus riches de la région. Des pharaons aux conquêtes arabes, tous sont passés par le port de Gaza, faisant la liaison entre l'Afrique et l'Asie. Mais le patrimoine de cette petite bande de terre, coincée le long de la Méditerranée, a été dévasté par la pression démographique et les différents conflits. À cause de l'intensification de la révolte palestinienne et des guerres successives, les sites archéologiques ont été négligés. Le soutien financier est en priorité pour compenser les maisons détruites, reconstruire des rues et l'infrastructure. Donc les sites archéologiques ont été mis de côté. Aujourd'hui, certains sites survivent uniquement grâce au soutien de l'UNESCO, comme ce monastère vieux de 17 siècles au sud de la bande de Gaza. D'autres ont été sauvés par des initiatives personnelles pour préserver au maximum ce qu'il reste du passé. Et c'est la fin de ce magazine. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.france24.com. Restez avec nous sur France 24.